Marianne est maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon en humanité numérique. Elle a récemment soutenu une thèse sur les traductions françaises de l'Odyssée d'Homère du 15e au 21e siècle, dans laquelle elle mobilisait des outils numériques, en particulier des outils d'alignement. Elle s'intéresse essentiellement aux langues anciennes, indo-européennes, et à l'utilisation du machine learning pour améliorer la connaissance qu'on en a. Elle prévoit un projet d'étude sur les influences sémantiques des langues anciennes entre elles, grâce en partie aux outils de traduction et aux réseaux neuronaux. Donc, Marianne, je vous laisse la parole pour votre présentation intitulée Apprentissage machine et manque de données, l'apport des réseaux de neurones. Il faut que vous allumiez le micro. On voit votre présentation. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié. Oui, donc voilà, donc tout le monde voit bien tout, je pense, oui, c'est bon. Alors, déjà un peu toutes mes excuses parce que c'est un projet qui en est vraiment à son état vraiment préliminaire, donc c'est pas du tout abouti encore. C'est un projet que j'ai en tête, donc qui est d'essayer de représenter on va dire, les évolutions sémantiques des langues anciennes de la manière la plus vaste qui soit, en fait. Et j'aimerais bien pouvoir présenter ce projet théoriquement en octobre. Et pour ça, je vais avoir recours à des outils de type machine learning et notamment des réseaux neuronaux. Voilà. Donc, je commence donc par préciser que les aspects donc, les plus complexes de cette communication ne sont pas de moi. Donc, vous trouverez les liens vers les outils que j'utilise en fin de présentation. Moi, je suis plutôt le parasite de code qui vient utiliser pour ses propres objets. Voilà. Qu'est-ce que je fais donc principalement? Moi, donc des langues anciennes, plus particulièrement du grec, si je peux. Et j'ai tendance à utiliser donc des outils numériques pour aider à produire des analyses. Je programme donc avec des outils existants, mais j'ai aussi recours à des corpus existants. Juste, je tiens à dire aussi que moi, je fais partie, donc c'est M. Alessi qui disait donc, de cette formation classique, on va dire. Donc, et je n'ai pas du tout de formation en informatique, quelle qu'elle soit. Voilà, donc pour des expérimentations liminaires, donc celles que vous allez voir après, donc j'ai par exemple beaucoup recours au corpus de Tribank de Perseus, par exemple. C'est un exemple. Voilà, et je me penche aussi depuis plusieurs années sur la notion de word embeddings, donc c'est-à-dire la représentation vectorielle des mots. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, l'idée est que l'on comprend le sens d'un mot grâce à son contexte. Et donc si on imagine le langage, c'est un peu compliqué à imaginer si on ne connaît pas, mais si on imagine le langage comme un espace géométrique à plusieurs dimensions, il est possible donc de définir la place de chaque mot au sein du langage. Alors, donc suite à divers travaux de groupe donc ces dernières années, pendant ma thèse essentiellement, notamment donc avec le LeetLab de Stanford, j'ai pu donc faire des tests sur les vecteurs dits historiques, c'est-à-dire les vecteurs qui permettent de voir l'évolution sémantique des mots à travers le temps dans une seule langue. Donc c'est suite à cela que je me suis dit qu'il devait, mais ce n'était pas sûr, être possible de voir donc, si une langue évoluait sémantiquement en fonction des autres langues avec lesquelles elle serait susceptible d'avoir une interaction. Donc, il devrait donc être aussi possible de voir comment les vecteurs, donc je reviendrai dessus sur cette notion après, évolueraient dans un espace multilingue. Donc, quels seraient par exemple, c'est une idée que j'ai comme ça, mais quels seraient les termes qui conditionneraient l'évolution sémantique des autres? Est-ce qu'il y aurait par exemple des termes attractifs, des termes répulsifs d'une langue à l'autre, par exemple? Donc, pour le cas des langues anciennes, on sait d'instinct qu'elles évoluent en perpétuelle interaction les unes avec les autres. Et je ne parle pas, bien sûr, que du latin et du grec, donc pour des tas de raisons, bien sûr, donc des raisons sociologiques, politiques, économiques, etc. Mais
comment le démontrer? C'est ça qui m'intéresse. C'est comment le démontrer, comment le quantifier. Donc, comment aussi montrer quelles sont les langues donc, qui sont à l'origine, par exemple, des mouvements des autres, et donc selon quelle logique. Donc, pour identifier des termes qui doivent avoir la même signification dans l'espace sémantique, la machine devrait donc prédire qu'à un temps t, donc dans le cas d'une étude diachronique, tel mot dans une langue est, et je reste très prudente là-dessus, potentiellement sémantiquement similaire à tel autre. C'est le principe en fait de la traduction tout court et aussi de la traduction automatique dont je vais devoir parler. Donc en fait, on sait qu'un traducteur va faire l'effort de ce pont entre les langues et les cultures, mais comment le faire comprendre à une machine maintenant du coup? Alors dans notre cas, on a une série de problèmes dans ces cas-là, bien sûr. Donc moi, je vais être celle qui va justement utiliser l'ensemble des éditions critiques qui sont disponibles via le numérique. Donc dans notre cas, on a une série de problèmes. Donc on a à la fois trop de données, bien sûr, et pas assez, bien entendu aussi. Donc on a trop de données, bien entendu, pour l'humain, c'est ce qu'on disait, mais pas assez, bien sûr, pour apprendre donc suffisamment correctement à une machine. C'est très problématique parce que l'essentiel de ces machines réclame énormément de données. Donc on parlait tout à l'heure des GAFA. Les GAFA, bien évidemment, n'ont pas ce problème parce qu'elles ont suffisamment de quoi brasser, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'ensemble des langues anciennes. Donc, ici, je vous mets, donc voilà ce que représente donc la Perseus, donc pour le latin et le grec, hein, sans compter, bien entendu, les traductions anglaises et en autres langues donc, qui sont ajoutées sur Perseus. Hein. Bien sûr, Perseus n'a pas, comment dire, c'est juste un exemple, hein, n'a pas vocation à faire modèle pour le reste, mais bon. Ça peut nous sembler énorme, en fait, bien sûr, mais en réalité, c'est très peu. Donc, c'est même trop peu avec les techniques classiques de la traduction automatique. Donc, pourquoi? Alors, il va falloir, pour développer un peu mon sujet, donc pour vous expliquer ce que j'aimerais représenter à terme, que j'explique rapidement donc pourquoi c'est un problème et qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle la Neural Machine Translation, donc la traduction machine via réseaux neuronaux. Donc jusqu'à une époque assez récente, hein, environ 2017, la traduction statistique était clairement dominante. Donc, je vais éviter de dire traduction statistique à chaque fois, je vais dire SMT, donc Statistical Machine Translation. Donc, elle était relativement efficace, mais extrêmement coûteuse computationnellement. Et comme elle était, donc, en gros, hein, je simplifie, basée sur l'apprentissage d'expressions, elle était beaucoup plus rigide, finalement, que les NMT, donc les machines neuronales. Mais la NMT donc, demande un temps d'entraînement extrêmement considérable et beaucoup, bien sûr, de données. Donc, c'est tout le problème. C'est devenu une méthode très utilisée donc, depuis 2017 environ. Par exemple, si vous pensez à DeepL ou à Google Trad, ils sont basés sur des NMT. Donc, la NMT se base sur des réseaux neuronaux, c'est-à-dire des éléments de mémoire numérique capables de se réformer. Ça, c'est quelque chose d'assez magique pour moi, je trouve, mais de se réformer au fur et à mesure qu'on les entraîne. Donc, le principe d'une NMT, c'est qu'on entraîne donc une NMT sur un corpus d'entraînement, donc un corpus dit parallèle, et c'est justement ça qui va nous poser problème. C'est-à-dire qu'on a une phrase dans une langue source dont on sait qu'il y a potentiellement une signification équivalente dans une langue cible. C'est typiquement ce dont on manque, nous, pour le coup. Donc, théoriquement, la NMT, après son entraînement, s'améliore en fonction des réponses qu'elle fournit et se réforme donc pendant l'entraînement. Et ensuite, elle est capable de prédire des réponses face à un texte qu'elle n'a jamais rencontré. C'est le principe de la NMT. Donc, en bref, donc, de la même manière qu'un humain, presque, hein, je veux dire, je pousse un peu, mais une NMT s'entraîne et s'ajuste. Puis, après, on lui fournit des textes, plus on lui fournit des textes bilingues, plus elle est efficace. Donc, rapidement, voilà comment elle fonctionne. Le plus souvent, donc, des NMT comprennent deux réseaux neuronaux, donc un encodeur et un décodeur.
L'encodeur a pour fonction de donner un modèle d'une langue source. Donc un modèle, quand je dis modèle, ça veut dire une représentation vectorielle de la langue, voilà, qui sera transcriptible par le décodeur dans une langue cible. Donc, les textes, la plupart du temps, enfin, c'est pas obligatoire, mais la plupart du temps sont découpés en séquences, comme pour le modèle, par exemple, sec-to-sec. Le plus souvent, ces séquences sont des phrases. L'encodeur parcourt chaque élément de la séquence d'entrée, le transforme en vecteur contextuel. Donc, c'est une notion sur laquelle on va revenir après. C'est une notion assez importante pour le coup. En fait, l'encodeur, pour chaque étape de son analyse de séquence, a deux informations en entrée. Il a le mot lui-même, bien sûr, et ce qu'on appelle un état caché. Ça, c'est la grande magie de la chose. Donc, c'est celle qui porte, c'est cet état qui porte les informations de l'analyse antérieure. En fait, un réseau neuronal ne peut pas comprendre la relation entre un élément précédent et un élément actuel sans ça, en fait, sans ces états cachés. Donc, à chaque étape de l'entraînement, le réseau de neurones travaille sur ses entrées et génère des sorties. Donc, un vecteur et un état caché lui aussi. Donc, quand on lui donne des mots, que deviennent ces mots donc, dans un réseau de neurones? Ben, ils sont transformés justement ce qu'on appelle en vecteurs contextuels. Donc là, je vous ai mis une image assez bateau, hein, qui pour l'instant ne concerne pas le grec, ça viendra après. Mais voilà, c'est une image qu'on produit très souvent. Donc, le vecteur contextuel, en fait, c'est un tableau de nombres, comme vous pouvez voir au-dessus. Donc, on définit la taille d'un vecteur contextuel au moment où on va créer le modèle. Donc, sur ce schéma là au-dessus, on voit des vecteurs de taille 4. Mais il faut pousser un petit peu plus loin l'imagination et savoir que traditionnellement, les vecteurs sont plutôt de dimension 200 ou 300. Donc, les chiffres ici qu'on voit, pour simplifier, rendent compte en fait des co-occurrences du mot avec d'autres mots. Donc, en gros, hein, en très gros, on définit, on va dire, la carte d'identité mathématique d'un mot en fonction de son contexte. C'est une simplification, mais c'est l'idée. Donc, il faut essayer d'imaginer maintenant, et ça, c'est une des choses les plus complexes qu'on peut avoir quand on découvre un peu le sujet, que l'espace sémantique dans lequel on peut représenter les mots a autant de dimensions que n'en a chaque vecteur. Donc, on peut théoriquement faire du langage un espace vectoriel en n dimensions. Voilà. Donc, pour résumer, on va transformer chaque mot du langage rencontré en vecteur, c'est-à-dire une direction dans l'espace. Et on va pouvoir déterminer pour chaque mot une place dans l'espace vectoriel. Donc, théoriquement, les mots qui ont le même usage sont censés être proches dans l'espace vectoriel, dans l'espace sémantique. Donc ici, dans la seconde image, moi, ça a été une des premières approches, on va dire, de ce qu'on appelle les word embeddings, donc les vecteurs de mots. Il s'agit donc d'une représentation vectorielle en deux dimensions. Il faut imaginer qu'il y en a beaucoup plus. Comme n'importe quel vecteur, en fait, les vecteurs de mots peuvent être ajoutés, soustraits, multipliés, etc. Donc, on peut, par exemple, grâce au vecteur, dire, et ça, c'est assez important pour le coup, dire que roi est à reine, ce que homme est à femme. Donc, en gros, on a le vecteur roi, le vecteur reine, le vecteur homme et le vecteur femme, donc comme autant de suites de nombres. Donc, comment est-ce qu'on détermine que reine est à roi, ce que homme est à femme? En fait, on soustrait le vecteur femme au vecteur homme et on y ajoute le vecteur roi pour obtenir le vecteur reine. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas m'attarder sur un autre principe fondamental de la NMT qui est le principe d'attention. En très gros, donc, ça permet au décodeur d'amplifier des caractéristiques de ce qu'il reçoit en entrée pour choisir sa sortie optimale. Donc, si jamais vous avez besoin, je reviendrai dessus, mais bon, ce n'est pas l'objet pour l'instant. Donc, c'est ce phénomène donc, qui permet d'aligner au mieux les traductions des différentes séquences entre elles, en fait, et de déterminer des poids plus ou moins importants pour chaque vecteur. Donc, tout cela fonctionne très bien, mais nous n'avons pas de données parallèles en langues anciennes, ce qui est un gros problème donc, pour entraîner notre réseau neuronal. Nous ne savons pas que tel mot équivaut, je prends ça avec beaucoup de pincettes, équivaut à tel autre. Alors, généralement, les traductions les moteurs neuronaux de ce type sont entraînés, par exemple, avec des discours de parlement, des choses comme ça, dont on sait que chaque mot équivaut de manière très technique à tel autre, etc. Nous, on n'a pas ça. En langues anciennes, c'est impossible. Donc, si notre NMT ne peut pas s'entraîner pour construire son espace sémantique multilingue,
comment fait-on? Eh bien, on a encore une chance, et ça, c'est en partie donc, tout ce qu'on peut trouver justement sur les sites spécialisés de type Perseus, c'est les traductions existantes. Donc, même si nos traductions sont approximatives, même si elles ne se basent pas forcément sur les mêmes textes sources, c'est un autre problème, bien entendu, vive la TEI pour le coup, et même si elles ne sont pas alignées séquence à séquence, même si elles sont lacunaires, elles peuvent nous servir. Pourquoi? Parce qu'on sait deux choses. On sait d'une part que la traduction parle peu ou prou de la même chose que le texte qu'elle traduit, et d'autre part, parce qu'un traducteur a fait l'effort de créer un pont entre les cultures et entre les langues, et que donc ces notions charnières sont, même imparfaitement, à peu près transposables, même potentiellement donc dans des contextes différents. C'est ça qui est assez important. Alors, pourquoi ce n'est pas simple, justement? Pourquoi ça pose problème? Même aligner des traductions est un problème très compliqué. Pourquoi? Parce que justement, les traducteurs peuvent ne pas avoir la même approche de leur art entre eux. Je veux dire, certains vont coller à leur source, par exemple, d'autres pas du tout. D'autres, notamment, je pense, pour les traductions du grec pour le XVIIe siècle, vont décider de choisir les passages qu'ils vont traduire, tout en présentant leur traduction comme une traduction intégrale. Donc, c'est vraiment très compliqué pour le coup. Donc, et d'autre part aussi, l'autre problème, c'est que si l'on veut aller jusqu'à aligner les mots, on va rencontrer des problèmes structurels de langue, en fait. Donc, comme le fait qu'à un mot, par exemple, à un mot source, correspondent plusieurs mots cibles. Donc, c'est l'exemple que je vous donne ici. Donc, ici, je vous montre rapidement donc, un des produits de ce que j'ai fait en thèse. Donc, j'avais aligné donc, une cinquantaine de traductions de l'Odyssée, donc du 15e au 21e siècle, oui. Un texte que j'ai appelé grec pivot fantôme, mais en fait, ça rejoint effectivement ce que disait M. Alessi, c'était une espèce de, on va dire, de compilation TEI d'ensemble de variantes, mais c'était une espèce de texte fantôme qui n'avait pas de réalité, on va dire, historique éditoriale. Voilà. Mais donc, il y avait aussi, à ce moment-là, beaucoup de choses à faire pour progresser. Si ça vous intéresse, voilà, je vous montrerai le site. Donc, pour l'Odyssée. Dessus, rapidement, donc, on peut voir la détection de plagiat. On peut voir les termes qui sont seulement employés par tel ou tel auteur à tel ou tel endroit, des choses comme ça. Mais il y avait encore pas mal de problèmes là-dessus pour l'alignement des séquences à séquences. Vous pouvez voir que dynamiquement, théoriquement, voilà, ça s'aligne au grec. Voilà. Mais j'avais encore pas mal de problèmes pour ça. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est un peu le problème. Donc, il faut essayer, donc ça ce sera mon dernier point, il faut essayer de s'affranchir des données parallèles strictes, donc qui sont trop peu nombreuses et difficiles à obtenir de façon très fiable, pour permettre quand même d'avoir un entraînement de notre réseau neuronal, de sorte à ce qu'elle puisse produire des associations sémantiques multilingues hors des traductions. C'est ça le gros problème. Autant effectivement on peut se dire c'est facile de trouver des équivalences sémantiques entre le texte et sa traduction. Le but étant de projeter au-delà de la traduction et de trouver des équivalences sémantiques entre des textes qui ont potentiellement des sujets qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas de traduction l'un de l'autre. Donc, comment fait-on? Donc, comment faire pour qu'une machine donc, apprenne les équivalences sémantiques sans qu'on lui ait dit, au minimum, des données d'équivalence de base? Il y a un principe fondateur qui a été promu donc, par un ingénieur de recherche artificielle de Facebook il y a peu de temps, donc en 2020. Il y a un principe fondateur qui nous semble aller de soi pour nous, mais en fait qui en réalité est un présupposé déjà important. Les langues, en fait, au moins les langues indo-européennes, je veux dire, fonctionnent sémantiquement de la même manière et même distributionnellement de la même manière. Donc, autrement dit, géométriquement parlant, les langues sont isomorphes. Donc, quand on a un texte traduit et sa source, on suppose donc non seulement que le contenu est même, mais que quelque part, la façon de transmettre ce contenu est le même aussi.
Donc, comment on fait pour deviner ce qui traduit quoi dans une traduction qui n'a pas été alignée? Donc, le meilleur moyen est de penser que la langue qu'on ne connaît pas fonctionne de la même manière que l'autre quelque part. Donc, c'est ce que nous proposons de faire donc, pour les langues anciennes avec ce qu'on appelle les XLM, donc les Cross-Lingual Models. Et je vous explique très rapidement comment ça fonctionne. C'est tout bête, mais en fait, il fallait y penser. Donc, dans l'exemple donné, donc, on voit deux distributions de vecteurs. Ici, c'est de l'anglais et de l'italien. Ici. Sur un même espace sémantique. Donc, les deux modèles ont été entraînés séparément. C'est-à-dire qu'on a créé des espaces vectoriels pour chacune des langues. Et elles ont le même nombre de dimensions, bien sûr. Pour être projetées sur un même espace sémantique, il faut que les vecteurs aient le même nombre de dimensions. Chaque point est un vecteur ici dans l'espace. Chaque mot est plus ou moins gros en fonction de sa fréquence dans le corpus dont il dépend. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer ici. Alors, le principe, en fait, c'est essayer de faire une rotation de la source pour qu'elle se superpose au minimum à sa cible. Donc pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle l'adversarial training. Donc l'adversaire ici, c'est comme s'il y avait un jeu à deux dans le modèle. C'est comme si c'était deux dans le modèle. Donc l'adversaire essaie de tromper le discriminateur qui, donc apprenant de ses erreurs, s'améliore. L'adversaire donc essaie de maximiser l'erreur en transformant les données avec certaines conditions donc, sur la manière dont il les transforme. Par exemple, l'adversaire peut faire des rotations dans le plan du nuage que le discriminateur utilise pour prédire. Donc, et il conserve ainsi les distances, mais pas les directions. C'est un des exemples. Donc, au final, le discriminateur est de plus en plus robuste et ajuste la rotation. Les deux dernières étapes, ici, sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus simples en fait. En C, on va faire une analyse de Procuste, donc en gros qui consiste à comparer deux formes en déformant un objet pour le rendre autant que faire se peut semblable à sa cible. En l'occurrence en se basant sur la fréquence relative de certains termes comme point d'ancrage. Et en D, ici, le modèle augmente les distances entre les points lorsque ceux-ci sont situés dans un espace à forte densité, pour les rendre plus spécifiques. Donc théoriquement, je récapitule un peu, à l'issue d'un tel entraînement, on se retrouve avec un espace sémantique multilingue, à peu près fiable, sans avoir eu de données parallèles, ce qui est quand même assez fou. Et maintenant, donc, une application concrète. Je vais vous montrer ce que ça a donné, moi, pour les premières expériences que j'ai pu faire là-dessus. Il faut conclure aussi. Oui, voilà, je vous le montre tout de suite. C'est une expérience qui a été faite sur l'Iliade et l'Odyssée, donc un micro, voire un nano-corpus, vraiment tout petit. J'ai entraîné donc le vectoriseur de Stanford, donc Globe ici, sur l'Iliade et sur l'Odyssée en français et en grec. Pour le français, une traduction d'Édouard Sommer du 19e, et pour le grec, celle qui est fournie par Perseus. Et vous voyez qu'ici, les termes qui sont donnés sont les termes aléatoirement choisis par la machine, et les plus proches voisins sont ceux de la même couleur. Donc, vous pouvez voir que, sans avoir de données parallèles de base, il est arrivé quand même à trouver sur un microcorpus, vraiment un nanocorpus, des équivalences sémantiques qui sont assez incroyables, je trouve. Donc, je conclus, excusez-moi. Qu'est-ce que nous apprend cette expérience, donc très très préliminaire? D'abord, on constate concrètement et de façon quantifiable que certaines langues sont effectivement constituées de la même façon et expriment des sens similaires de la même façon. En gros, que l'organisation des objets de pensée est comparable. Ensuite, théoriquement, si l'on entraîne des traductions et des textes sources par tranche de temps, voire sur plusieurs traductions en même temps, ce qui est largement possible, on pourrait voir l'évolution des termes dans le temps. Donc, et l'évolution de leur traduction aussi dans le temps, bien sûr. Et l'on pourrait enfin aussi obtenir beaucoup plus facilement des données parallèles correctes qui pourraient ensuite servir à l'élaboration d'une NMT beaucoup plus classique. Voilà, je pensais essayer d'axer ça beaucoup plus sur le versant édition des résultats, mais je n'ai pas eu le temps et voilà, le projet étant ce qu'il est, vraiment à sa phase première, ça a été un peu plus difficile que prévu. Alors, je vous montre rapidement donc, les liens dont vous pourrez avoir besoin éventuellement ici. Et si vous souhaitez que je vous fasse passer la présentation, elle est écrite en JavaScript, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais ouvrir le